On reprend donc la suite de cette séance consacrée aux bases de données sous Python, donc avec Panda, hein. Donc là, on a vu comment importer et exporter des fichiers depuis Excel, texte, CSV sur Python et comment les enregistrer. On va maintenant voir comment essayer de manipuler un petit peu les bases de données, puisqu'en fait, c'est ça qui va réellement nous intéresser avec Panda. Donc euh, là, on a surtout des exercices, hein. Donc on va commencer par l'exercice 4. Alors déjà comment on fait pour sélectionner des variables? En fait il suffit de mettre entre crochets la liste des variables qui nous intéressent. Donc on va voir comment ça marche. Afficher la variable croissance du premier data frame qu'on a importé, pardon. Donc qu'on a importé sous le nom df. Euh, Remarquez que ce qui en ressort est un data frame. Euh, ouais. Donc en fait on va pouvoir appliquer les fonctions qui sont propres au data frame. Donc là par exemple la fonction .add qui permet d'afficher un certain nombre de lignes. Là en l'occurrence si on met add.add 5, on va afficher les 5 premières lignes. Euh, donc ces fonctions-là, on va pouvoir les appliquer au data frame qui est contraint à n'afficher que quelques variables. On va faire un exemple pour expliciter un peu tout ça. Donc là on a df qui était le premier data frame qu'on avait importé, voilà, donc qui est composé de 45 lignes, qui contient 3 variables, donc année, chômage et croissance. On va mettre entre crochets, ok, la liste des variables que l'on souhaite afficher. En l'occurrence, ici, on va afficher la colonne croissance, la variable croissance. Donc je mets la liste des variables que je cherche à afficher. Donc là, je mets croissance, et donc il va ne m'afficher que la colonne croissance. Et ce qu'on remarque là, c'est que ce truc-là, c'est-à-dire le data frame contraint à n'afficher que la variable croissance, ça c'est aussi un data frame. Ce qui veut dire que je peux afficher uniquement que les 5 premières lignes. Voilà. Donc ici, si je veux afficher les 6 ou les 10, etc., vous mettez ce que vous voulez. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? On met, pour afficher qu'un certain nombre de variables, on met entre crochets. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met entre les crochets? La liste des variables qu'on veut afficher. Donc par exemple, si je voulais année, je rajoute année. Donc là, j'ai bien une liste avec à l'intérieur les variables qui m'intéressent. Ok. Donc deuxième exercice, importer la base de données performance.txt sous le nom dfperf. Donc txt, on se souvient que là, pour importer cette base de données, on va utiliser la même fonction que ce qui nous permet d'importer des fichiers CSV. Donc dfperf égale pd.read CSV et entre parenthèses le chemin d'accès vers vers le fichier qui contient performance.txt. Donc moi c'est toujours au même endroit, hein. Donc je vais réutiliser le path qu'on a défini tout à l'heure. Path plus performance.txt. Performance.txt. Ok, et donc je vais afficher ce data frame pour voir s'il a été importé comme il fallait. Donc là j'ai fait une faute d'orthographe, ok. Donc là ce qu'on constate c'est que il n'a pas été importé correctement. Et pourquoi? En fait il y a le séparateur, on a oublié de spécifier le séparateur. Donc là en l'occurrence c'est anti/t. Donc je vais préciser dans les options de la fonction qui permet d'importer ce fichier, le séparateur c'est anti/t. Et donc là normalement voilà, il nous affiche bien le data frame où il a séparé chacune des colonnes en fonction du séparateur qu'on lui a spécifié ici. Ok, et ensuite on nous demande d'afficher les 5 premières lignes des 2 dernières colonnes de ce data frame. Alors c'est formulé un peu bizarrement exprès. Là on va devoir faire appel à une fonction qui nous permet d'afficher la liste des variables qu'on a dans un data frame. On peut imaginer que si vous faites appel à des bases de données dans lesquelles il y a beaucoup de variables, c'est important de pouvoir extraire la liste de ces variables relativement simplement. Donc je vais pouvoir faire ça en utilisant
la fonction columns de, de DataFrame. Voilà, c'est sans parenthèse, on fait juste .columns, et là j'ai la liste des variables que j'ai dans mon DataFrame. Ok. Il y a une autre manière de faire ça. Moi j'ai plutôt tendance à utiliser cette manière, je sais pas trop pourquoi, mais non, pardon. Vous pouvez faire liste et entre parenthèses le nom du DataFrame dont vous voulez la liste des variables. Et donc ça c'est ça, hein. Ça ressemble exactement à une liste qu'on a l'habitude de voir. Ce qui fait que je vais pouvoir aller chercher les éléments de cette liste en fonction de leurs indices. Là, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on veut les 2 dernières colonnes du DataFrame. Les 2 dernières colonnes, donc c'est les 2 derniers éléments. Donc, comment je fais pour aller chercher les 2 derniers éléments? Je mets -2 à la fin. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu sur les indices de liste. On peut aller chercher, voilà, en fonction des indices de liste, tel ou tel élément qui nous intéresse. Donc si je veux les 2 derniers éléments de la liste des colonnes, je fais ça. Et donc là, je vais afficher ces colonnes-là du DataFrame. Mais je vais n'afficher que celle-là. Donc je vais devoir mettre entre crochets la liste des éléments qui m'intéressent. Donc la liste des éléments qui m'intéressent, c'est ce truc-là. Et le nom du DataFrame devant, les afficher. Ok. Pourquoi on vous fait faire ça? En fait, c'est pour que vous réalisiez que là, ce qu'il y a dans les arguments entre les crochets, là, vous pouvez mettre n'importe quelle liste et du coup, vous pouvez aller chercher, en fonction des indices, les éléments de cette liste. Ok, donc voilà, donc ça répondait à la deuxième question. Ah oui, afficher les 5 premières lignes, pardon. Donc là, j'ai juste .head 5. Ok. Donc là, j'ai les 5 premières lignes des 2 dernières colonnes, titu et NBR, de mon DataFrame df-perf. Ok. Il est possible de poser une contrainte sur les valeurs. Effectivement, donc là on a vu qu'il était possible de restreindre le DataFrame à un certain nombre de variables. On a vu qu'on pouvait agir sur la liste des noms de colonnes, la liste des variables, comme avec une liste classique, comme ce qu'on a déjà fait en fait avec les listes. Maintenant, on va poser des contraintes sur les valeurs qu'on souhaite afficher en fonction des variables. Notamment, donc on va commencer par regarder le DataFrame, donc DF, hein, qui contient les données sur la croissance, je crois que c'est en France, hein, croissance, année et chômage. Et donc on veut afficher le DataFrame pour des niveaux de croissance supérieurs à 3%. Donc comme d'habitude, hein, prenez 2 minutes, là, faites pause sur la vidéo, prenez 2 minutes pour le faire, pour essayer de le faire vous-même avant de regarder la correction. Donc on appelle le DataFrame et ensuite on va poser une condition sur la variable croissance. Donc comment on fait ça? On va, quand on n'a qu'une seule condition, il suffit de rappeler le DataFrame et de poser la condition telle qu'elle nous intéresse directement, c'est-à-dire supérieur à 3. Donc ici, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, entre crochets, tu vas afficher le DataFrame contraint à certaines valeurs, et les valeurs en l'occurrence qui m'intéressent, ce sont les valeurs du DataFrame, là où la croissance est supérieure à 3%. Ok, donc j'ai besoin de rappeler df croissance. En fait, là ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lui demande d'afficher tout le DataFrame, mais d'afficher que les valeurs pour lesquelles la variable croissance est supérieure à 3. Là c'est 3% en l'occurrence, puisque cette variable-là est mesurée en pourcentage. D'accord? Et donc là il m'affiche toutes les années, tous les niveaux de chômage et tous les niveaux de croissance qui sont supérieurs sur la période totale de mon échantillon, qui sont supérieurs à 3%. Donc on se rend compte qu'il n'y a qu'un certain nombre d'années. Vous pouvez utiliser la fonction shape pour voir le nombre de colonnes et de lignes. Là, en l'occurrence, ce qui va m'intéresser, c'est le nombre de lignes. J'ai 9 lignes, donc j'ai 9 années pour lesquelles j'ai un taux de croissance qui est supérieur à 3%. Fonction shape, c'est un truc qui est assez utile, donc essayez de le retenir, mais on l'avait déjà utilisé, je crois, pour les NumPy array.
Donc voilà, donc ça c'était la première question. Ensuite, on va pouvoir faire plusieurs contraintes. On va pouvoir poser plusieurs contraintes sur les variables. On veut cette fois-ci un taux de croissance supérieur à 3%, donc ça va être la même chose que ce qu'on a là. Et par contre, on veut aussi des niveaux de chômage inférieurs à 4%. C'est-à-dire qu'on s'intéresse là aux années où il y a eu un fort taux de chômage et un faible taux de chômage et un fort taux de croissance. Donc pour ça, en fait, ça va marcher de la même manière, sauf que pour mettre plusieurs contraintes, on va les séparer. On va les mettre entre parenthèses et on va les séparer par un esperluette. C'est ce truc-là, là, le et. On appelle ça un esperluette. Et donc je vais mettre une autre contrainte, ma deuxième contrainte entre parenthèses. Et donc ma deuxième contrainte, c'est d'avoir le taux de chômage. Donc chômage qui soit inférieur à 4%. Okay, donc là on n'a que 2 années, 1976-1977, pour lesquelles j'ai eu un taux de croissance supérieur à 3% et un taux de chômage inférieur à 4%. Okay. Donc voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer comment poser plusieurs contraintes. Donc là, ce qu'il faut, c'est déjà ne pas oublier les crochets. Okay. Ensuite, contrainte sur la première variable qui nous intéresse, entre parenthèses, esperluette, deuxième contrainte, entre parenthèses toujours, sur l'autre variable qui nous intéresse. On peut contraindre sur la même variable. Hein. Par exemple, c'est le cas ici de ce qu'on nous demande là. On veut le data frame pour des années entre 2000 et 2003. Et donc là, en fait, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça. Hop. On veut que le data frame s'affiche que pour des années donc supérieures à 2000. Donc là, je vais mettre 1999. Je pourrais mettre sinon supérieur ou égal à 2000. Okay. Et pour des années qui soient également inférieures du coup à 2004 ou inférieur ou égal à 2003. Okay. Donc, voilà. Donc là on a bien le data frame qui affiche 2000, 2001, 2002, 2003. D'accord. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment poser des contraintes. À chaque fois ça va afficher un data frame. Là tout ce truc là c'est un data frame. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça c'est un data frame, c'est le data frame DF qui est contraint à un certain nombre de contraintes sur certaines variables. Ok, donc ensuite, on va pouvoir créer, supprimer des variables. Donc on va appeler une variable qui va s'appeler diff et qui va être égale au taux de croissance moins le taux de chômage. Alors comment on fait ça? On va appeler le data frame. Ça marchait un peu comme pour les dictionnaires. On va mettre entre crochets la variable qu'on veut créer, le nom de la variable qu'on veut créer, donc là en l'occurrence diff, et en face on va mettre le calcul sur les variables qui nous intéressent aussi. Donc là on va faire quoi? On va faire df taux de croissance moins taux de chômage, donc croissance moins le taux de chômage, donc là je mets chômage. Ok. Et ce qui va me permettre de calculer, de savoir plutôt en quelle année j'ai eu un taux de croissance qui était supérieur au taux de chômage. Donc ici, qu'est-ce que je veux afficher? Je veux savoir si le taux de croissance est supérieur au taux de chômage, donc je veux afficher le... Donc là déjà, si j'affiche le data frame, j'ai bien une variable diff qui a été créée. Et donc là, j'ai la différence, j'ai donc cette quantité moins cette quantité. Ok, et donc là, je veux afficher les années pour lesquelles cette différence est supérieure à 0. Les années pour lesquelles le taux de croissance est supérieur au taux de chômage. Et donc pour ça, donc je vais poser une contrainte. Donc df diff supérieur à 0. Et donc en fait, il n'y a qu'une seule année où j'ai eu un taux de croissance supérieure à mon taux de chômage, c'était en 1976, en tout cas sur mon échantillon. Et donc enfin, j'ai fini mon calcul, ma manipulation de données, donc je vais me débarrasser de la variable diff, qui ne m'apporte pas d'informations particulières. Mettons que voilà, j'ai mené des calculs, etc. Maintenant, je vais enregistrer ma base de données, mais je ne vais pas enregistrer toutes les variables que j'ai créées, donc je vais supprimer la variable diff. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est df.drop diff
crois que alors, il faut ça, faut le mettre sous la forme d'une liste. Il faut mettre la liste des variables qu'on veut supprimer. Et il faut préciser l'axe sur lequel on se place, c'est-à-dire en colonne ou en ligne. Donc pour supprimer une colonne, voilà. Pour supprimer une colonne, il faut mettre donc on utilise la fonction drop de Panda. Ensuite, en premier argument, on va mettre la liste des variables que l'on souhaite supprimer. Et il faut rajouter cette petite option axis pour lui préciser qu'on s'intéresse bien au nom des colonnes. Voilà, alors là par contre ça a supprimé la variable, mais c'est comme si on avait posé une contrainte en fait dans le data frame. C'est-à-dire qu'on n'a pas redéfini le data frame. Si on veut redéfinir le data frame sans la variable diff, il faut faire df égale du coup au data frame qui ne contient pas la variable diff. Sinon je crois qu'il y a une option qui doit être replace égale true. Et là, quand on spécifie cette option, bah, ça veut dire qu'il va remplacer l'actuel data frame par les valeurs qu'il prend sans la liste des variables ici. On va tester ça. Bah non. Alors c'est inPlace. Voilà. InPlace égale vrai. Donc là, on se rend compte qu'il a supprimé la variable diff qu'on avait créée. Voilà, bon, si ça va un peu vite, n'hésitez pas à revenir un peu sur les différents points, qu'on a vus dans ces exercices. Alors on va passer maintenant à deux petits exercices de statistiques descriptives. Donc il y a pas mal de statistiques descriptives qu'on peut faire avec Panda. On entend par statistiques descriptives comment à la fois afficher le comportement des données d'un point de vue graphique, donc histogramme, nuage de points, toutes ces choses-là. Mais on peut aussi appeler des fonctions qui vont permettre d'afficher des statistiques descriptives d'un point de vue plus traditionnel, enfin ce qu'on entend naturellement par statistique, c'est-à-dire les corrélations, la variance, la moyenne des données, le min, max, etc. Donc ça c'est une information qui peut être intéressante, qui peut nous donner un peu plus de détails sur comment sont distribuées les données, etc. Donc il y a beaucoup de fonctions qui permettent de faire ça, c'est bien d'en maîtriser quelques-unes pour voir un peu comment ça se comporte. On importe des données, on peut regarder très rapidement comment les données se comportent grâce à ces quelques fonctions. Après, quand on veut faire des graphiques un peu plus sophistiqués, un peu plus beaux, un peu plus parlants, ou alors qui s'intéressent à un point particulier, là, il faudra rentrer un petit peu plus dans le détail des packages avec Matplotlib, etc. Euh, voilà, donc après ce qui va être après notre job d'économètre, disons, ça va être de savoir en fonction du type de données qu'on a devant nous, de savoir quel type de statistiques descriptives qu'on veut. Par exemple, quand on est en site temporel, on aime bien regarder l'évolution des variables dans le temps. Ça paraît assez logique. Quand on est en coupe instantanée, bah, l'évolution dans le temps des variables n'a pas de sens puisque, par définition, en coupe instantanée, il n'y a plus de temporalité. On est sur, en grossissant un peu le trait, on est sur une seule période. Plusieurs individus, mais à une seule période. Donc là, on va moins s'intéresser à l'évolution, regarder l'évolution en fonction des individus, mais par contre, on va pouvoir regarder plutôt là, cette fois-ci, des nuages de points, c'est-à-dire comment se dispatchent les différents individus en fonction de deux variables. D'accord? Donc ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut faire avec les séries temporelles aussi. Voilà, donc ça, c'est ce que je racontais un petit peu ici. Alors, faites les graphiques des évolutions des taux de croissance et des taux de chômage sur toute la période, puis sur les périodes restreintes qui sont 2000-2019. Alors, pour ça, donc on vous donnera la correction. Donc là, je sais plus exactement comment on avait corrigé ces exercices-là. 8 et 9. Ok, bon, on va faire la même chose. Ce qu'on va faire, c'est que on va restreindre notre data frame aux variables dont on veut regarder l'évolution, en l'occurrence croissance et chômage. Donc je mets entre crochets
la liste des variables qui m'intéressent, donc croissance et chômage. N'oublie pas les guillemets, hein, ce sont des chaînes de caractères puisque c'est le nom des variables. Et là, tout simplement, pour afficher l'évolution de ces deux variables-là, on va faire .plot. Et fonctionne pas. Ah oui, il faut le faire 2 fois. Bon, je sais pas pourquoi. Si vous le faites 2 fois, en tout cas, ça fonctionne. Ok, donc là, il y a plein de choses à redire sur ce graphique-là parce que il n'y a pas de titre. Il y a la légende en revanche, mais on pourrait, je sais pas, grossir les indices, grossir le graphique en tant que tel. On peut changer le fond sur lequel il se place. On peut mettre les années ici. Ce serait pas du luxe d'avoir les années ici. On peut rajouter une barre verticale pour marquer, je sais pas, la crise, ou pour marquer le seuil zéro, ou des choses comme ça. Mais c'est intéressant d'avoir cet outil-là, ne serait-ce que pour regarder un petit peu comment se comportent les variables dans le temps. Ce qu'on peut remarquer un certain nombre de choses. Est-ce que, je sais pas, il y a des variances qui bougent beaucoup dans le temps, etc. Donc c'est assez important d'avoir ces outils-là en tête. Pour l'instant, on va se contenter de ça et puis on verra comment rentrer un petit peu plus dans le détail pour avoir plus d'informations. d'informations. Euh, Représenter graphiquement le taux de chômage en fonction du taux de croissance. Ok. Donc voilà, donc là on va commencer par afficher ensuite donc ces deux variables-là en fonction d'une période donnée. Donc là on sait que le data frame va du coup de 1975 à 2019 et nous on veut afficher ces deux variables pour la période 2000-2019. Donc là en fait je vais avoir qu'une seule contrainte à mettre qui va être que les années doivent être supérieures ou égales à 2000. Donc pour ça, je pose la contrainte df année supérieure ou égale à 2000. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je contrains mon data frame à n'afficher que les valeurs pour toutes les variables de 2000 à 2019. Donc ça, c'est un data frame. Okay. Donc maintenant, je peux contraindre ce data frame à n'afficher que croissance et chômage. Donc là, ça va de 2000 à 2019, mais que pour croissance et chômage, donc on ne voit plus les années. Et si je veux faire le graphique de ces variables-là, bah donc je peux l'afficher de cette manière. Et donc là, on voit assez nettement, ça a priori, là, le pic vers le bas, c'est très certainement la crise de 2007-2008. Ok, donc maintenant, on veut représenter graphiquement le taux de chômage en fonction du taux de croissance. Donc là, j'imagine que c'est un nuage de points qu'on souhaite avoir. Ok. Donc là, on va pouvoir utiliser, effectivement, je triche un peu en regardant la correction en même temps. On va utiliser df.plot. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours taper nuage de points panda sur internet. En l'occurrence, en anglais, ça s'appelle un scatter plot. Donc, on va faire scatter et la liste des variables qui nous intéressent. Est-ce que c'est comme ça? Non. Ok. Bah, du coup, là, on lui spécifie directement X et Y. Je pense qu'on peut se débarrasser des X et des Y. Il suffit juste de mettre Y puis X. Voilà. Donc là, on a le taux de croissance et le taux de chômage. Voilà, bon là, on voit pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de points, mais on peut imaginer qu'il existe une relation négative entre les deux. C'est-à-dire que plus le taux de croissance est élevé, moins le taux de chômage est grand, et plus le taux de croissance est faible, plus le taux de chômage sera élevé. Donc ce qui traduirait la relation mise en évidence par la loi d'Ohn. Okay, donc c'est une relation qui est normalement assez visible. Bon là, il y a quelques points aberrants, donc on ne sait pas trop, mais bon, on pourrait imaginer qu'il existe une relation décroissante. Si on avait beaucoup plus de points, ça se verrait peut-être mieux. Donc là, c'est un nuage de points, et ça, le nuage de points, c'est notamment un outil qu'on va utiliser en cross-section. Donc
en coupe instantanée. Et on nous demandait enfin d'utiliser un histogramme pour représenter la densité de répartition du taux de chômage. Alors, ok, donc là c'est pareil, tout simplement on utilise hist pour répondre à cette question. Donc là c'est pareil, hein, je vais utiliser la liste des variables qui m'intéressent dans ce graphique, et là je vais utiliser la fonction hist de panda qui me permet de faire les histogrammes de mes deux variables. Donc là c'est pareil, en fait on manque de beaucoup d'observations en fait pour voir comment se répartissent les données de manière un peu plus précise. Là on n'a pas beaucoup de données en fait, hein, donc c'est un peu compliqué de les classer. Alors on peut jouer sur la largeur des bandes, mais ce sera insuffisant. Comment on fait pour jouer sur la largeur des bandes? Il suffit d'aller taper donc panda hist. Voilà, panda hist, normalement il va trouver dataframe.hist, ok. Donc ça c'est la fonction qu'on a utilisée. Donc là on a toutes les options qu'on peut utiliser. Je crois que la largeur des bandes de histogramme c'est bins de mémoire, mais faudrait vérifier ça. Donc voilà comment faire ces petites statistiques descriptives qui peuvent être très franchement utiles pour se donner une idée un petit peu de comment évoluent les variables, comment elles sont réparties entre elles, comment voilà, la densité de répartition euh, des différentes variables. C'est des statistiques descriptives très utiles pour se rendre compte un peu de l'information contenue par une base de données. Ok. Donc ensuite, on va s'intéresser aux stats un peu moins graphiques. Alors il y a notamment le fait d'afficher la moyenne, le min, le max. Il y a un certain nombre d'informations de base qu'on aime bien afficher quand on a des bases de données. Après ça sert à rien quand on a trop de données parce qu'on se perd un peu dans l'information, mais il y a une manière d'afficher ces statistiques descriptives un peu de base, et c'est df.summary, je crois. Ok. Non plus. .sum peut-être. Alors non, là il me fait la somme de chacune des variables. Bah, je fais describe. Ok. Et là on va avoir un certain nombre d'informations. Ici donc on a 45 années, 45 valeurs du taux de chômage, 45 valeurs pour le taux de croissance. Ça paraît pas comme ça, mais c'est une grosse base de données. Si vous n'avez pas 45 à chaque fois, c'est-à-dire que vous avez des données manquantes par exemple. Là en moyenne, mes années valent 1997, bon ça c'est pas très intéressant. Par contre en moyenne, j'ai un taux de chômage de 7,9% sur ma période, quasiment 8%. J'ai un taux de croissance moyen euh, de 2%. On a l'écart type, le min-max, et on a certains quantiles ici. Donc ça c'est voilà, ça peut nous amener un peu d'informations sur les variables. On aura plus l'occasion peut-être d'utiliser ces choses-là dans les applications économétriques, parce que du coup ça va nous permettre de tirer des informations avant de mener les méthodes économétriques qu'on veut appliquer. Ça permet aussi de vérifier la pertinence des données. Vous voyez, là on a le min, il y a des variables pour lesquelles c'est étonnant d'avoir des valeurs négatives. Par exemple un taux de croissance négatif, c'est pas commun. Donc on va pouvoir, par exemple, là, si je remarque ça sur des milliers et des milliers de données, je vais peut-être avoir envie de savoir pour quel pays ou à quel point j'ai une valeur négative pour telle variable, et pourquoi j'ai ce type de données plus ou moins aberrantes pour telle ou telle variable. Donc voilà, donc après cette fonction .describe, elle s'applique à n'importe quel data frame. Donc je vais pouvoir l'appliquer au data frame par exemple restreint à la période de la crise. Donc mettons 2005-2015 pour avoir un avant-après. Donc si je mets df année
inférieur à 2005. Faut que je mette entre parenthèses supérieur ou égal, non, supérieur à 2005 et jusqu'en 2015, mettons. Donc là, toujours entre parenthèses, DF année inférieure à 2016. Là, je peux faire un point describe des données pour cette période-là. Et donc, vous voyez, bah, typiquement, le taux de croissance moyen est plus faible que sur toute la période. Sur la période qui comprend notamment la crise, bah, j'ai un taux de chômage qui est plus élevé et un taux de croissance plus faible. Moyen. Ok, donc voilà, donc, pour vous dire qu'on peut appliquer tout ce qu'on a vu avant, on peut l'appliquer à ces fonctions-là. Et donc pour finir, afficher la table de corrélation de cette même base de données, donc la base de données DF, on va faire df.core, je crois, tout simplement. Et donc là, on a la table de corrélation, c'est-à-dire les corrélations 2 à 2, hein, donc c'est une table qui est symétrique, hein, parce que la corrélation entre chômage et année, c'est la même que entre chômage et année, quoi, enfin année et chômage. Donc c'est une matrice symétrique et dont la diagonale vaut 1, puisque les corrélations d'une variable avec elle-même est nécessairement égale à 1. Et donc voilà, donc ça peut être intéressant de garder la corrélation entre une variable et les années, c'est pour voir s'il y a un effet temporel associé à une variable, par exemple, ça peut servir à ça. Là, a priori, voilà, sur la période à laquelle on s'intéresse, bah, plus les années sont grandes, ça n'a pas vraiment de sens, hein, mais plus les années sont grandes, plus le taux de chômage est élevé. Donc c'est-à-dire que depuis 1975, le taux de chômage a eu tendance à augmenter. Le taux de croissance a eu tendance à diminuer. La relation entre chômage et croissance est plutôt négative, faiblement, mais plutôt négative. Donc, voilà. Et donc après, à partir de ce type de statistiques descriptives, on va pouvoir retirer un certain nombre d'informations qui vont nous permettre ensuite, du coup, de mener une analyse économétrique. Voilà, donc pour plus de détails sur ces trucs-là, vous pouvez retourner dans le chapitre 1. Donc le chapitre 1, introduction avec Exo, qui contenait déjà un certain nombre de fonctions. Enfin, on proposait pas mal d'exemples sur des fonctions qui permettent d'afficher des statistiques descriptives. Donc vous pouvez retourner un petit peu voir ce chapitre si jamais vous voulez aller un peu plus loin là-dedans. Et donc on va se retrouver dans une, je pense, troisième et dernière vidéo pour la dernière partie du cours.